Parlez-nous un peu de cet homme volant. Oui, où vous l'avez dégoté? Comment s'appelle-t-il? Désolé, messieurs, secret professionnel. Le mystère aussi est programmé. Ah, mais vous pouvez l'appeler Rocket Boy. Non, c'est ridicule. Pourquoi pas Rocketman? C'est encore pire. Bon, alors, Missile Man. Non, ça vaut rien. Allez, Bigelow, trouvez-nous un nom. Appelons-le Rocketeer. Rocketeer? C'est parfait. Génial. Va pour Rocketeer. Dave Stevens, le créateur de la bande dessinée Rocketeer, est né le 29 juillet 1955 à Linwood, en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, et assista durant quelques années l'auteur Russ Menig, qui fit notamment des strips de Tarzan, mais surtout ceux de la Guerre des Étoiles, vers la fin des années 70. C'est d'ailleurs par ce biais que Dave Stevens put visiter les studios d'ILM en 1976, soit quelques mois avant la sortie de la Guerre des Étoiles sur grand écran, afin de proposer ses services pour une future campagne publicitaire, ce qui lui permit de voir en avant-première la destruction de l'Étoile Noire, ainsi que les premiers rushs du film de nombreux mois avant la sortie en salle. Et c'est ainsi aussi durant le tournage qu'il rencontra Joe Johnston, le futur designer des AT-AT et de Boba Fett, qui réalisa Jumanji et qui réalisera également Rocketeer, le film dont on va parler aujourd'hui. En bref, en 1981, la société Pacific Comics, menée par deux frères nommés Bill et Steve Shanes, contacta Dave Stevens afin de remplir les 6 pages manquantes de leur second numéro du comics Star Slayers, car McGrail, l'auteur de Star Slayers, n'avait pas fait un nombre de pages suffisant. Et comme les aventuriers de l'Arche perdue venaient de cartonner au cinéma en rendant hommage aux serials des années 30, vous savez, ces courts-métrages bourrés d'action qu'on avait déjà vus dans un autre épisode consacré à Indiana Jones, Stevens voulut également faire de même et s'inspira pour son comics des aventures de Commando Cody, l'histoire d'un type combattant les extraterrestres à l'aide d'un jetpack harnaché sur son dos. Ce qui est amusant, c'est que Dave Stevens était également familier avec les aventuriers de l'Arche perdue, puisqu'il avait storyboardé la séquence du convoi, qu'on voit dans le film, où a participé également Joe Johnston d'ailleurs. Le monde est petit, professeur Jones. Le comics fut évidemment un succès grâce avant tout au trait si particulier de l'auteur, retranscrivant parfaitement l'ambiance si particulière du pulp des années 30 à 50, jusqu'à utiliser l'hypersexualisation des personnages féminins, en l'occurrence surtout celui de Betty, la petite amie de Clifford, calquée sur la pin-up Betty Page, dont Dave Stevens était fan. Rajoutons à cela également un héros assez naïf et maladroit, utilisant le jetpack au départ pour des fins uniquement pécuniaires, avant de se retrouver à sauver veuve et orphelin, et bref, c'est excellent. Sachez donc que, dès 1983, Stevens se dit que ce serait super cool si son personnage pouvait être adapté sur grand écran, et tandis qu'il storyboardait intégralement le clip Thriller de Michael Jackson, réalisé par John Landis, il commença à frapper aux portes d'Hollywood, afin de faire de son rêve une réalité. Et c'est alors qu'il fut engagé avec son pote William Stutt, également un illustrateur, sur la production d'un Godzilla 3D réalisé par Steve Miner, qui était aussi le réalisateur du second et troisième Vendredi 13, qui fut très intéressé par ce machin nommé Rocketeer et optionna les droits pour porter le personnage à l'écran. Mais à cause d'un trop gros budget, Godzilla 3D tomba à l'eau et via de nombreux désaccords sur la vision de Rocketeer sur grand écran, notamment parce que je pense que Miner voulait y mettre des effets 3D chelous, C'était la mode à l'époque. les droits revinrent à Dave Stevens, qui confia en 1985 le bébé aux scénaristes Danny Bilson et Paul DeMeo, qui avaient tapé dans l'œil de Stevens avec le film Zone Troopers, un machin fauché se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, où des Américains font équipe avec des extraterrestres pour aller botter le cul aux nazis. Ils ont eu le sergent. Non, regarde. Et notez également pour l'anecdote que Danny Bilson et Paul DeMeo sont aussi les créateurs de la série The Flash des années 90. Et que Danny Bilson est le papa de Rachel Bilson qui jouait Millie dans Jumper. Pourquoi je connais tout ça, moi ? Et au cours des années 80, donc, le trio commença à harceler Hollywood, accompagné de William Deere, le réalisateur de Bigfoot et les Henderson, qui avait séduit Dave Stevens grâce à son épisode Mummy Daddy, issu de la série Amazing Stories produite par Spielberg, racontant l'histoire d'un acteur déguisé en momie qui se fait pourchasser par des rednecks en croyant à une vraie. Voilà ce que c'est que de se moquer d'honnêtes villageois qui ont le cœur sur la main. Parle, bande de cuiséreux, oui. Alors, messieurs,
Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut faire un tennis? Tant de choses à voir. Tant de choses à voir. Néanmoins, vous le savez, les années 80 ne furent pas très tendres avec les bandes dessinées en matière de long métrage, et chaque studio refusa un à un jusqu'à ce que Disney, attiré par l'odeur alléchée du merchandising, signa fin 1987 pour une trilogie planifiée, produite par Touchstone, la branche cinéma sérieuse du monde merveilleux de Disney. Mais suite aux divergences d'opinion entre Dave Stevens d'un côté et Michael Eisner, le nouveau patron de Disney de l'autre, accompagné de William Deere, qui voulaient eux placer le contexte du film dans un monde contemporain et non plus dans les années 30, ce qui est complètement débile, Deere démissionna et fut remplacé par Joe Johnston, en état de grâce chez Disney grâce au carton de Chérie, j'ai rétréci les gosses, et avec lequel, vous le devinez, Stevens avait beaucoup d'affinités. Et si vous vous posez la question pourquoi ne sont-ils pas allés voir Steven Spielberg pour produire le film, surtout que Dave Stevens avait travaillé avec lui auparavant, eh bien il faut savoir que oui, Spielberg aurait bel et bien été intéressé pour produire The Rocketeer par sa société Amblin, ayant d'ailleurs acheté les droits de Commando Cody quelques années auparavant. Mais William Deere ne voulait plus travailler avec Amblin car il avait eu des soucis avec la boîte durant la production d'Harry et les Henderson. Et c'est pour cela qu'ils n'avaient pas tenté avec Steven et qu'ils étaient partis voir Disney en dernier recours, sachant qu'ils se feraient avoir dans tous les cas. Mais lorsque Deere abandonna Rocketeer, Spielberg vint à la rescousse en disant que si Disney ne voulait plus, lui il voulait bien. À la grande joie de Dave Stevens, saoulé des discussions intempestives avec Disney, repoussant toujours le projet et du coup il souhaitait bien changer de studio. Malheureusement, Jeffrey Katzenberg, l'autre patron de chez Disney, ne voulait pas perdre Rocketeer et menaça de porter plainte en cas de rupture de contrat. Et comme Spielberg ne souhaitait pas compromettre la production de Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film Amblin et Disney, il décida de lâcher l'affaire. Ce qui est extrêmement drôle, surtout si l'on sait que Spielberg s'associera avec Katzenberg plusieurs années plus tard, en créant la société DreamWorks pour concurrencer Disney. Mais ce ne fut pas le seul problème qui retint la production du long métrage, car en effet, depuis 1984, Marvel avait porté plainte envers Dave Stevens pour utilisation abusive du nom Rocketeer, puisqu'il existait déjà des méchants au nom similaire dans les pages du Daredevil numéro 131, paru en 1976, et qu'il devait donc nommer son comics différemment. Dave Stevens traîna Marvel dans les tribunaux, estimant qu'il était dans son bon droit, car non seulement les personnages étaient complètement différents, mais de plus, Mike Hobson, l'éditeur de Marvel de l'époque, lui avait confié au téléphone que le nom Rocketeer n'avait jamais été déposé et que c'était juste les avocats qui faisaient chier. Et Stevens ne voulut pas renoncer, estimant que Marvel agissait dans une position abusive, et le procès se conclua par l'arrivée d'un challenger inattendu en la personne de DC Comics, qui disait que tout ceci était bien ridicule, puisque Batman avait lui aussi combattu des Rocketeers au cours de l'année 1966, soit bien avant Marvel, et Marvel fut forcé de lâcher l'affaire. La blague étant que dorénavant, DC Comics et Disney sont en compétition, mais ceci est une autre histoire. Et ainsi, pour un budget de 25 millions de dollars d'abord, puis 40 millions ensuite, soit autant que Retour vers le futur 2, mais un peu moins que Dick Tracy, qui pourtant ne faisait pas voler les gens, la production de The Rocketeer put débuter, afin de reconstituer assez fidèlement l'univers de la bande dessinée, en reprenant même carrément les plans de travail de Dave Stevens pour les décors, qui, d'ailleurs, Stevens, pour l'anecdote, alla jusqu'à designer et construire en une semaine, avec son sculpteur, le casque du Rocketeer utilisé dans le film, alors que Michael Eisner voulait un machin d'astronaute. Le tournage se déroula sans accroc, si l'on nommait la présence de Dave Stevens sur les plateaux 24 heures sur 24, ce qui irritait Disney, ainsi que les 50 jours de dépassement du tournage, et le fait qu'il fallut refaire 2 fois l'explosion finale, parce que le résultat escompté n'était pas satisfaisant la première fois, ce qui coûta 2 fois 400 000 $ à la compagnie, le film Rocketeer sortit en date du 21 juin 1991, soit une semaine après le succès surprise de Robin des Bois de Kevin Reynolds. Mais sans star bankable à l'affiche et avec un Timothy Dalton au plus bas depuis l'échec du pourtant excellent Permis de tuer, et une Jennifer Connelly qui n'avait jamais connu de succès public, oui, j'aime bien Labyrinthe, mais il fit un bide, The Rocketeer peina à attirer les foules, malgré pourtant une campagne de pub phénoménale, coûtant la bagatelle de 20 millions de $ à Disney. Le souci étant que non seulement Jeffrey Katzenberg avait repassé Rocketeer sous l'égérie Walt Disney Pictures, et non plus Touchstone, ce qui fit déjà fuir le public d'adolescents auquel était destiné le film, mais de plus la licence Rocketeer était certes connue chez les aficionados des comics, mais absolument pas du reste, et enfin à cette période, tous les regards du public étaient alors surtout braqués vers la sortie prochaine du Terminator 2 de James Cameron,
qui sortait 2 semaines plus tard, qui s'annonçait dantesque et dont les bandes annonces foutaient déjà la honte à n'importe quel projet, rendant The Rocketeer ringard le jour même de sa sortie. Mais 25 ans après la sortie du film au cinéma, et alors que les adaptations de comics fourmillent sur 2 écrans, est-ce que The Rocketeer est si oubliable que ça ? Et le film commence par une ouverture classique du cinéma d'aviation avec de jolis plans du tarmac sous une chouette musique de James Horner. Et c'est ainsi que l'on découvre le GB, un avion prévu pour la course surnommé le faiseur de veuves, à cause de sa dangerosité. Bon, surtout garde le d'aplomb à l'horizontale, c'est ton vol d'essai, alors ne fais pas de fantaisie. Qui moi? Oui toi. Et n'oublie pas, en dessous de 100, le moteur calme. Et arrive alors notre héros, et si Disney voulait au départ caster Johnny Depp dans le rôle de Cliff Secord, eh bien Johnston et Stevens se rabattirent alors pour le rôle principal sur le jeune inconnu Billy Campbell, cousin de Bruce Campbell. On apprend donc que notre héros est un pro de l'aviation et que Alan Arkin, ici présent, est un vieux con râleur. Alan Arkin, quoi. Vivi, j'ai déjà piloté 1 ou 2 avions dans ma vie. Pas comme celui-là, justement. Celui-là va te donner du fil à retordre. Évidemment, vu qu'on n'est même pas à 2 minutes du film, tout porte à croire que rien ne va se passer comme prévu, confirmé par les regards apeurés de l'équipage qui voit partir Clifford. Non, en vrai le décollage reste pépère et nous dévoile en outre la date et le lieu de l'action, à savoir Hollywoodland, Los Angeles, 1938. Ah! L'imbécile, il a fait partir la dernière bobine. Eh Fitz, t'économises les munitions. Désingue-moi cette fumier. C'est ce que j'essaie de faire, mais la bagnole des flics m'empêche de les voir. Oui, et d'un coup d'un seul, sans crier gare, la bobine d'un film de gangster se met en marche. Mais en fait non, pas la peine d'aller gueuler sur le projectionniste, on est toujours dans le même film, puisqu'on voit Billy ici qui débarque et se fait toucher, tandis que les bandits arrivent comme par hasard dans le hangar de nos héros. Un méchant en profite alors pour cacher sa marchandise dans un appareil avant de prendre la fuite, ce qui ne se passe pas super très bien comme prévu. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Du coup, l'avion de Clifford est foutu, un des fédéraux réagit comme un conseiller Pôle emploi. Eh ben, il est peut-être temps de chercher un boulot stable. Ça énerve Cliff. Ce connard me démolit le portrait, toi tu le laisses filer. T'as peut-être eu ce que tu mérites. Et nos 2 fédéraux n'ont plus qu'à appeler le propriétaire de l'appareil. Oh, pourquoi moi? Je l'ai déjà appelé la dernière fois. Oui, mais il t'aime bien. Nous découvrons alors que la roquette appartenait à Locke de Lost avec des cheveux, qui s'appelle Howard Hughes ici pour je ne sais quelle raison, tandis que nos héros découvrent enfin la machine. Tu crois que c'est une bombe ou quelque chose dans ce genre? Non, trop complexe pour être une bombe. Tu vois, aucune pièce mobile. Ah, je toucherais pas à ça si j'étais... Non, en vérité, la roquette fait juste un aller-retour et nos 2 amis décident de tenter de faire des essais avec le bousin, plutôt que d'essayer sur un humain, ce qui est une excellente idée. On y va? Jamais on le reverra. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Au même moment, chez Descartes dans Blade Runner, parce que c'est exactement chez Descartes dans Blade Runner, nous découvrons que les gangsters du début du film appartenaient à Paulie des Affranchis, sous les ordres du vrai méchant.
Oui, The Rocketeer dévoile toutes ses cartes d'emblée. T'as pas de retournement de situation, tu sais qui est méchant, qui est gentil dedans. Ici, le méchant est dévoilé dès la 15e minute, sous les traits de Timothy Dalton, imitant l'acteur Errol Flynn, renommé Neville Sinclair ici, en hommage à l'homme à la lèvre tordue d'Arthur Conan Doyle, où Sherlock Holmes recherche un type du même nom. Ou alors, c'est juste un plagiat. A noter que non seulement le personnage fut inventé uniquement pour le film et n'existait pas dans la bande dessinée, mais fut basé sur le fait que le véritable Errol Flynn fut pendant de nombreuses années accusé de complicité avec les nazis, à la suite d'une biographie écrite par un auteur nommé Charles Ingham, avant que plusieurs agents du MI6 révèlent qu'en vérité l'acteur espionnait les nazis pour le compte des Alliés. Mais bon, là dans le film c'est un méchant. Il ira même, le personnage du film, pas le vrai Errol Flynn, jusqu'à demander au très impressionnant Lothar, tiré des derniers comics de Rocketeer par Stevens, et inspiré par l'acteur de série B des années 30 Rando Hatton, d'aller tirer les vers du nez aux gangsters du début, afin de savoir où c'est qu'est cachée la machine infernale. Non, attendez, très bien, du calme. J'ai trompé les fédéraux en beauté, j'ai caché la vraie roquette en lieu sûr. Elle est au terrain d'aviation, en garde 3 dans un avion désaffecté. Quand je l'ai mise devant ses responsabilités, c'est elle qui s'est mise à hurler comme si on l'égorgeait. Et pour l'anecdote, Lothar est joué par Hal de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Vous voulez voir, chef? Ah oui, merci Al. T'as une saleté au coin de la bouche, Hal. Ah non, de l'autre côté. Sous un maquillage de Rick Baker, que Dave Stevens avait rencontré durant le tournage de Thriller. Notre monde est tout petit. D'ailleurs, on peut également apercevoir la vraie tronche de Tiny Ron, l'acteur sous le masque, puisqu'il joue l'un des deux fermiers lorsque Rocketeer bousille la grange. Putain de corbeau. Notez que l'acteur est ici plié légèrement pour pouvoir rentrer dans le cadre, et que comme la scène fut tournée à l'arrache, il a gardé le même chapeau. Les Collandines présentent Et c'est par ses jambes, dans un plan totalement gratuit, que nous est dévoilée la nouvelle Betty, renommée Jenny par peur d'un procès et interprétée par la magnifique Jennifer Connelly dans un casting parfait. Objectifiée donc dès sa première apparition dans le film, dans une tradition typiquement hollywoodienne, de Margot Robbie à Dennis Richards. Get a good look, Costanza. Et qui reste de plus assez récurrent dans la carrière de la demoiselle, puisqu'elle était déjà matée dès sa toute première apparition à l'âge de 12 ans, dans Il était une fois en Amérique. Et je parle même pas de Requiem for a Dream, Néanmoins, comme dans la bande dessinée, et comme dans la vraie vie d'ailleurs par la suite, Jenny est déjà en couple avec Clifford, nous permettant ainsi d'éviter au moins l'écueil fameux du j'y vais ou j'y vais pas, inhérent au genre du film de super-héros, ce qui reste une bonne chose. Mais si Clifford a déjà conquis le cœur de Jenny, il ne se repose pas sur ses lauriers et réfléchit à utiliser la roquette pour lui offrir la vie qu'elle a toujours souhaité avoir. Mais j'aimerais qu'elle soit fière de ce que je fais de ma vie. Je ne veux pas qu'elle pense que je suis qu'un pilote qu'on vient de foutre au chômage. T'as beaucoup de chance d'avoir trouvé cette fille, Clifford. Mais si elle va voir ailleurs, je préfère te le dire tout de suite, ça sera ta faute. Néanmoins, pour ce soir, c'est cinéma. Et pour faire plaisir à la belle, notre couple décide d'aller mater le tout dernier Neville Sinclair, teasé dès la scène de poursuite avec les gangsters, nous permettant également d'avoir du background historique au film grâce aux actualités cinématographiques. Il a présenté la plus grande réussite de la technique allemande, le dirigeable Luxembourg, symbole d'un monde pacifié d'après lui. Un monde pacifié, c'est plutôt à lui qu'il faut pas se fier. Ainsi qu'un petit foreshadowing à la Kiki la petite sorcière avec l'apparition du Zeppelin, qui constituera le climax final du long métrage. Parce que les Zeppelins, c'est quand même un peu la classe. Mais parce qu'il n'a pas voulu dire à Jenny qu'il avait failli crever le matin même, celle-ci s'énerve à raison et Cliff la retrouve au petit matin sur le tournage du dernier Neville Sinclair, où forcément il fout la merde. J'ai rien fait. Du coup, Jenny est virée à cause de son gros con de petit ami qui en profite pour raconter qu'il a trouvé une roquette à l'arrière de son appareil au même moment où Neville Sinclair passe de l'autre côté du mur. Ah, comme le monde est petit. Non, tout ce que tu veux sauf ça. Il y a téléphoné, coïncidence et putain de paresse scénaristique. Vous faites aucun effort les mecs. Au même moment, John Polito, échappé d'un tournage des frères Cohen, veut que Clifford fasse le clown dans un avion, car il leur avait dit la veille que ce serait le seul moyen de rembourser l'explosion du camion du début. Malheureusement, Cliff étant toujours en train de faire le touriste à Hollywood, et tandis que les mafieux fouillent l'hangar et tombent sur la photo de Jenny, le vieux Paquette de Lois et Clark, lui, tente de remplacer 6 cordes aux manches de l'appareil. Mais rien ne se passe comme prévu.
Dieu, Bivi, il a pas piloté depuis au moins 25 ans. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il essaie de t'éviter de perdre ta place, mais s'il prend les couloirs réservés à la course, va y avoir des morts. Et après 40 minutes de film, enfin, Cliff Secord enfile le costume du Rocketeer et allume les gaz. S'ensuit une excellente scène bourrée d'effets spéciaux par Ken Ralston, le type qui est parvenu à faire voler une DeLorean, avec le Rocketeer qui vole, étant en vérité une petite figurine sur fond vert, mélangée à tout un tas de prises de vue réelles, avec Cliff découvrant que la vie de super-héros c'est pas facile. Mais heureusement que t'as de jolis plans de nuages pour compenser. Alors le problème c'est que Disney souhaita limiter à tout prix les coûts du film. Et alors, certes ça n'a peut-être pas vieilli, mais ça reste ultra cheapos avec des fonds verts un peu foireux, des plans accélérés, et en 1991 quand même, sérieux les mecs, et un homme roquette caché par toute une partie du décor, durant les 2 minutes de la séquence. Et alors, d'accord, ça donne peut-être un charme du cinéma des années 30, quand Commando Cody nous faisait croire qu'il volait, mais quand t'as fait toute ta promo sur les effets spéciaux de Rocketeer et que t'as une séquence un peu bancale qui ne dure que 2 minutes, ça la fout mal un peu, hein. Surtout quand à ce moment tu te fais « Ah bah dis donc, c'était assez cool, j'espère qu'il y aura d'autres séquences de ce genre !» Comment ça, non? Ah oui, ensuite t'auras une autre séquence où Cliff déclenche la roquette dans un restaurant, mais c'est tout en intérieur. Et t'as un seul plan à la toute fin pour atterrir sur un zeppelin. Bon alors j'avoue que dans le comic c'était déjà comme ça, et que pour une BD qui s'appelle Rocketeer, t'avais pas tellement de Rocketeer, mais pour l'adaptation au cinéma, ils auraient quand même pu mettre les bouchées doubles, surtout quand toute ta promo est dessus. Mais comme il fallait faire des économies vis-à-vis du budget, les scènes d'action furent les premières à sauter. C'est un peu mollasson et t'as qu'une seule scène qui paraît un peu violente. C'est lorsque le Rocketeer démarre en trombe à la fin du film, emportant un pauvre nazi avec lui, et qu'en voyant la scène tu te dis « Waouh, ils ont dû se faire mal !» Et en fait, oui, ils se sont super fait mal. T'as le type du dessus qui s'est fracturé le crâne en se prenant un arbre, et celui du dessous qui s'est grièvement coupé le visage, mais à part cette scène, le film reste assez pépère. Et moi, j'aime beaucoup ce film. Je vous ai passé toute une partie, mais les décors sont magnifiques. La reconstitution des années 30 est splendide, certains plans semblent directement issus de la bande dessinée, le casting est parfait, Billy Campbell et Jennifer Connelly forment un couple crédible, avec une excellente alchimie, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont restés ensemble pendant 5 ans après ce film. T'as une séquence animée par le futur réalisateur de Cusco l'Empereur Mégalo, qui moi me faisait ultra flipper à l'époque, avec d'ailleurs un caméo de Dave Stevens ici en Asie malchanceux. T'as Melora Hardin, tu sais, la première Jennifer de Retour vers le futur, qui chante à un moment avec sa vraie voix à elle. Et qui est peut-être le même personnage que dans La Tour de la Terreur, un téléfilm issu de l'attraction du même nom avec Steve Guttenberg dedans, mais je pense que ça ne vaudra jamais Jennifer Connelly qui chante pour une pub japonaise. This is Jennifer. Ou comme dans Dark City. When the marimba rhythms start to play, dance with me. Enfin, dans la version Director's Cut, parce que là c'était pas sa vraie voix, mais là c'est sa vraie voix. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Et personnellement, ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'on a là un super-héros optimiste, prêt à sauver la veuve et l'orphelin à la moindre opportunité, car même s'il semble avoir un fond égoïste, il n'hésite pas à secourir le pauvre Malcolm, par exemple, alors qu'il aurait tout simplement pu le laisser crever, et constitue l'une des plus fidèles adaptations de bande dessinée qui existent, en transposant carrément les premières pages du comics à l'écran, ce qui fit que Dave Stevens fut satisfait de 70% du long métrage. Surtout que la réalisation de Joe Johnston reste assez sympathique, en soignant de plus ses nombreuses transitions entre les différentes scènes, même si les scènes d'action restent assez molles.
En fait, le vrai défaut, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'on voit surtout tout le long des personnages courir après la roquette, plutôt que de voir son utilisation. Et que pour un film reposant sur un type faisant mumuse avec une roquette, eh ben t'as que très peu de passages avec un type faisant mumuse avec une roquette. Ça me fait un peu penser au film Steam Boy de Katsuhiro Otomo, où on te vend sur l'affiche un gamin capable de voler dans les airs, alors que ça n'arrive que dans la dernière demi-heure. D'ailleurs, en parlant de ce film, ils auraient mieux fait de l'appeler Van Boy, parce qu'on le voit plus fermer des vannes pendant 2 heures que de voler avec son appareil. Et d'ailleurs, comme avec Steam Boy, au lendemain de la sortie de Rocketeer et dès l'annonce de la fréquentation en salle, tout projet de trilogie fut avorté, ainsi que, malheureusement, toute la production d'une série animée. Seule subsista la production de quelques jouets au final, avec une qualité, il faut le dire, un peu à chier. Mais malgré cela, l'héritage de Rocketeer et sa contribution au cinéma reste visible encore aujourd'hui. Non seulement cela provoqua un changement dans la production des films Disney, mettant fin au budget abusé durant de longues années, avant de refaire les mêmes erreurs marketing 20 années plus tard, mais de plus, il reste amusant de constater que 20 ans après, lorsque Marvel décida d'adapter Captain America pour le cinéma, ils firent directement appel à Joe Johnston afin de refaire quasiment le même film. Et comme Marvel est passé dans le giron de Disney et que t'avais quand même déjà des caméos d'autres personnages de comics dans le comics Rocketeer, pourquoi pas là mettre un truc avec Captain America et Rocketeer? Surtout que tout récemment fut annoncé une suite, reboot, enfin pour le moment ça reste encore vague, se déroulant 7 années après le premier, avec une jeune fille noire reprenant le casque. Comme dans les nouvelles BD Iron Man, tiens, c'est marrant. Mais malheureusement, Dave Stevens ne put pas profiter du culte entourant le film Rocketeer de ces dernières années, puisqu'il décéda en 2008, soit pile lors de la sortie du film Iron Man, atteint d'une leucémie à 53 ans. Et à noter qu'il ne toucha jamais un seul centime sur les millions de dollars remportés par l'exploitation du film en vidéo, et que bien qu'il avait réussi à garder de nombreuses scènes coupées, ainsi que de nombreuses images réalisées lors du tournage, Disney refusa de les inclure dans les différentes éditions DVD. Et même le Blu-ray du 20e anniversaire ne comporte qu'une bande-annonce, et c'est marre. Ce qui reste fortement dommage parce que le film est extrêmement cool, mais bon, allez, heureusement il nous reste quand même les jeux vidéo pour en profiter. J'ai dit heureusement, hein ? Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Voix dans le film, où a participé également Joe Johnston d'ailleurs. Le monde est petit, professeur Jones. Le comics fut évidemment un succès grâce avant tout au trait si particulier de l'auteur, retranscrivant parfaitement l'ambiance si particulière du pulp des années 30 à 50, jusqu'à utiliser l'hypersexualisation des personnages féminins, en l'occurrence surtout celui de Betty, la petite amie de Clifford, calqué sur la pin-up Betty Page, dont Dave Stevens était fan. Rajoutons à cela également un héros assez naïf et maladroit, utilisant le jetpack au départ pour des fins uniquement pécuniaires, avant de se retrouver à sauver veuve et orphelin, et bref, c'est excellent. Sachez donc que, dès 1983, Stevens se dit que ce serait super cool si son personnage pouvait être adapté sur grand écran, et tandis qu'il storyboardait intégralement le clip Thriller de Michael Jackson, réalisé par John Landis, il commença à frapper aux portes d'Hollywood afin de faire de son rêve une réalité. Et c'est alors qu'il fut engagé avec son pote William Stutt, également un illustrateur, sur la production d'un Godzilla 3D réalisé par Steve Miner, qui était aussi le réalisateur du second et troisième Vendredi 13, qui fut très intéressé par ce machin nommé Rocketeer et optionna les droits pour porter le personnage à l'écran. Mais à cause d'un trop gros budget, Godzilla 3D tomba à l'eau, et via de nombreux désaccords sur la vision de Rocketeer sur grand écran, notamment parce que je pense que Miner voulait y mettre des effets 3D chelous, c'était la mode à l'époque. Les droits revinrent à Dave Stevens, qui confia en 1985 le bébé aux scénaristes Danny Bilson et Paul DeMeo, qui avaient tapé dans l'œil de Stevens avec le film Zone Troopers, un machin fauché se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, où des Américains font équipe avec des extraterrestres pour aller botter le cul aux nazis. Ils ont eu le sergent. Non, regarde.
Et notez également pour l'anecdote que Danny Bilson et Paul DeMeo sont aussi les créateurs de la série The Flash des années 90. Et que Danny Bilson est le papa de Rachel Bilson qui jouait Millie dans Jumper. Pourquoi je connais tout ça, moi? Et au cours des années 80, donc, le trio commença à... Parlez-nous un peu de cet homme volant. Oui, où vous l'avez dégoté? Comment s'appelle-t-il? Désolé, messieurs, secret professionnel, le mystère aussi est programmé. Ah ben, vous pouvez l'appeler Rocket Boy. Non, c'est ridicule. Pourquoi pas Rocketman? C'est encore pire. Bon, alors, Missile Man. Non, ça vaut rien. Allez, Bigelow, trouvez-nous un nom. Appelons-le Rocketeer. Rocketeer? C'est parfait. Génial. Va pour Rocketeer. Dave Stevens, le créateur de la bande dessinée Rocketeer, est né le 29 juillet 1955 à Linwood, en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, et assista durant quelques années l'auteur Russ Menig, qui fit notamment des strips de Tarzan, mais surtout ceux de la Guerre des Étoiles, vers la fin des années 70. C'est d'ailleurs par ce biais que Dave Stevens put visiter les studios d'ILM en 1976, soit quelques mois avant la sortie de la Guerre des Étoiles sur grand écran, afin de proposer ses services pour une future campagne publicitaire, ce qui lui permit de voir en avant-première la destruction de l'Étoile Noire, ainsi que les premiers rushs du film de nombreux mois avant la sortie en salle. Et c'est ainsi aussi durant le tournage qu'il rencontra Joe Johnston, le futur designer des AT-AT et de Boba Fett, qui réalisa Jumanji et qui réalisera également Rocketeer, le film dont on va parler aujourd'hui. En bref, en 1981, la société Pacific Comics, menée par deux frères nommés Bill et Steve Shanes, contacta Dave Stevens afin de remplir les 6 pages manquantes de leur second numéro du comics Star Slayers, car McGrail, l'auteur de Star Slayers, n'avait pas fait un nombre de pages suffisant. Et comme les aventuriers de l'Arche perdue venaient de cartonner au cinéma en rendant hommage aux serials des années 30, vous savez, ces courts-métrages bourrés d'action qu'on avait déjà vus dans un autre épisode consacré à Indiana Jones, Stevens voulut également faire de même et s'inspira pour son comics des aventures de Commando Cody, l'histoire d'un type combattant les extraterrestres à l'aide d'un jetpack harnaché sur son dos. Ce qui est amusant, c'est que Dave Stevens était également familier avec les aventuriers de l'Arche perdue, puisqu'il avait storyboardé la séquence du convoi, qu'on décida de lâcher l'affaire. Ce qui est extrêmement drôle, surtout si l'on sait que Spielberg s'associera avec Katzenberg plusieurs années plus tard, en créant la société DreamWorks pour concurrencer Disney. Mais ce ne fut pas le seul problème qui retint la production du long métrage, car en effet, depuis 1984, Marvel avait porté plainte envers Dave Stevens pour utilisation abusive du nom Rocketeer, puisqu'il existait déjà des méchants au nom similaire dans les pages du Daredevil numéro 131, paru en 1976, et qu'il devait donc nommer son comics différemment. Dave Stevens traîna Marvel dans les tribunaux, estimant qu'il était dans son bon droit, car non seulement les personnages étaient complètement différents, mais de plus, Mike Hobson, l'éditeur de Marvel de l'époque, lui avait confié au téléphone que le nom Rocketeer n'avait jamais été déposé et que c'était juste les avocats qui faisaient chier. Et Stevens ne voulut pas renoncer, estimant que Marvel agissait dans une position abusive, et le procès se conclua par l'arrivée d'un challenger inattendu en la personne de DC Comics, qui disait que tout ceci était bien ridicule, puisque Batman avait lui aussi combattu des Rocketeers au cours de l'année 1966, soit bien avant Marvel, et Marvel fut forcé de lâcher l'affaire. La blague étant que dorénavant, DC Comics et Disney sont en compétition, mais ceci est une autre histoire. Et ainsi, pour un budget de 25 millions de dollars d'abord, puis 40 millions ensuite, soit autant que Retour vers le futur 2, mais un peu moins que Dick Tracy, qui pourtant ne faisait pas voler les gens, la production de The Rocketeer put débuter, afin de reconstituer assez fidèlement l'univers de la bande dessinée, en reprenant même carrément les plans de travail de Dave Stevens pour les décors, qui, d'ailleurs, Stevens, pour l'anecdote, alla jusqu'à designer et construire, en une semaine, avec son sculpteur, le casque du Rocketeer utilisé dans le film, alors que Michael Eisner voulait un machin d'astronaute. Le tournage se déroula sans accroc, si l'on nommait la présence de Dave Stevens sur les plateaux 24 heures sur 24, ce qui irritait Disney, ainsi que les 50 jours de dépassement du tournage, et le fait qu'il fallut refaire 2 fois l'explosion finale, parce que le résultat escompté n'était pas satisfaisant la première fois, ce qui coûta 2 fois
400 000 $ à la compagnie, le film Rocketeer sortit en date du 21 juin 1991, soit une semaine après le succès surprise de Robin des Bois harcelé Hollywood, accompagné de William Deere, le réalisateur de Bigfoot et les Henderson, qui avait séduit Dave Stevens grâce à son épisode Mummy Daddy, issu de la série Amazing Stories produite par Spielberg, racontant l'histoire d'un acteur déguisé en momie qui se fait pourchasser par des rednecks en croyant à une vraie. Voilà ce que c'est que de se moquer d'honnêtes villageois qui ont le cœur sur la main. Parle, une bande de cuséreux, oui. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Qui veut faire un tennis? Tant de choses à voir. Tant de choses à voir. Néanmoins, vous le savez, les années 80 ne furent pas très tendres avec les bandes dessinées en matière de long métrage, et chaque studio refusa un à un jusqu'à ce que Disney, attiré par l'odeur alléchée du merchandising, signa fin 1987 pour une trilogie planifiée, produite par Touchstone, la branche cinéma sérieuse du monde merveilleux de Disney. Mais suite aux divergences d'opinion entre Dave Stevens d'un côté et Michael Eisner, le nouveau patron de Disney de l'autre, accompagné de William Deere, qui voulaient eux placer le contexte du film dans un monde contemporain et non plus dans les années 30, ce qui est complètement débile, Deere démissionna et fut remplacé par Joe Johnston, en état de grâce chez Disney grâce au carton de Chérie, j'ai rétréci les gosses, et avec lequel, vous le devinez, Stevens avait beaucoup d'affinités. Et si vous vous posez la question pourquoi ne sont-ils pas allés voir Steven Spielberg pour produire le film, surtout que Dave Stevens avait travaillé avec lui auparavant, eh bien il faut savoir que oui, Spielberg aurait bel et bien été intéressé pour produire The Rocketeer par sa société Amblin, ayant d'ailleurs acheté les droits de Commando Cody quelques années auparavant. Mais William Deere ne voulait plus travailler avec Amblin car il avait eu des soucis avec la boîte durant la production d'Harry et les Henderson. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas tenté avec Steven et qu'ils étaient partis voir Disney en dernier recours, sachant qu'ils se feraient avoir dans tous les cas. Mais lorsque Deere abandonna Rocketeer, Spielberg vint à la rescousse en disant que si Disney ne voulait plus, lui il voulait bien, à la grande joie de Dave Stevens, saoulé des discussions intempestives avec Disney, repoussant toujours le projet et du coup il souhaitait bien changer de studio. Malheureusement, Jeffrey Katzenberg, l'autre patron de chez Disney, ne voulait pas perdre Rocketeer et menaça de porter plainte en cas de rupture de contrat. Et comme Spielberg ne souhaitait pas compromettre la production de Qui veut la peau de Roger Rabbit, un film Amblin et Disney, il voit de Kevin Reynolds. Mais sans star bankable à l'affiche et avec un Timothy Dalton au plus bas depuis l'échec du pourtant excellent Permis de tuer et une Jennifer Connelly qui n'avait jamais connu de succès public, oui, j'aime bien Labyrinthe, mais il fit un bide, The Rocketeer peina à attirer les foules, malgré pourtant une campagne de pub phénoménale, coûtant la bagatelle de 20 millions de dollars à Disney. Le souci étant que non seulement Jeffrey Katzenberg avait repassé Rocketeer sous l'égérie Walt Disney Pictures et non plus Touchstone, ce qui fit déjà fuir le public d'adolescents auquel était destiné le film, mais de plus la licence Rocketeer était certes connue chez les aficionados des comics, mais absolument pas du reste, et enfin à cette période tous les regards du public étaient alors surtout braqués vers la sortie prochaine du Terminator 2 de James Cameron, qui sortait 2 semaines plus tard, qui s'annonçait dantesque et dont les bandes annonces foutaient déjà la honte à n'importe quel projet, rendant The Rocketeer ringard le jour même de sa sortie. Mais 25 ans après la sortie du film au cinéma, et alors que les adaptations de comics fourmillent sur 2 écrans, est-ce que The Rocketeer est si oubliable que ça ? Et le film commence par une ouverture classique du cinéma d'aviation avec de jolis plans du tarmac sous une chouette musique de James Horner. Et c'est ainsi que l'on découvre le GB, un avion prévu pour la course surnommé le faiseur de veuves, à cause de sa dangerosité. Bon, surtout garde le d'aplomb à l'horizontale, c'est ton vol d'essai, alors ne fais pas de fantaisie. Qui moi? Oui toi. Et n'oublie pas, en dessous de 100, le moteur calme. Et arrive alors notre héros, et si Disney voulait au départ caster Johnny Depp dans le rôle de Cliff Secord, eh bien Johnston et Stevens se rabattirent alors pour le rôle principal sur le jeune inconnu Billy Campbell, cousin de Bruce Campbell. On apprend donc que notre héros est un pro de l'aviation et que Alan Arkin, ici présent, est un vieux con râleur. Alan Arkin, quoi. It means I'll go fuck yourself. Vivi, j'ai déjà piloté 1 ou 2 avions dans ma vie. Pas comme celui-là, justement. Celui-là va te donner du fil à retordre. Évidemment, vu qu'on n'est même pas à 2 minutes du film, tout porte à croire que rien ne va se passer comme prévu, confirmé par